Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal magazine pluriel. La courtoisie ou la bonne manière, sommes-nous courtois? Focus en tout cas sur cette civilité, c'est à l'occasion de la Semaine internationale de la courtoisie qui démarre aujourd'hui. La Fondation Kia pour l'accès à l'énergie durable, l'appui au secteur agricole, éducatif et environnemental en faveur des femmes et des jeunes a été lancé hier. Sommet de la CEMAC, le président centrafricain prend la tête de la conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale. Invités, nous en aurons deux. D'abord, Dr Amana Esso Biziou sur la mauvaise haleine et sa prévention. Ensuite, Ayaouli Kouakou, maire de la commune AV2 sur les plans locaux d'urbanisme de AV2 et Zio 2. Les autres rendez-vous, vous aurez les échos du palais, les sports et la revue de presse. Agressivité, injures, klaxons intempestifs, gestes obscènes, tels sont les actes inciviques que nous observons souvent sur nos voies publiques. Ce 18 mars démarre la semaine mondiale de la courtoisie au volant. Radio Lomé tend le micro à l'homme de la rue et à la question « Qu'est-ce que la courtoisie sur la route ?» Voici la réponse. La courtoisie, ce sont les bonnes manières en circulation ou bien entre les gens, ou bien on peut dire aussi que c'est tout ce qui est bon et permis de faire. En fait, on voit aujourd'hui que ce que dit la courtoisie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Souvent, quelqu'un a appelé un Z-man et l'autre aussi a appelé ce même Z-man. Maintenant, ils se discutent, ils se chamaillent et puis ils s'insultent, ils crient sur eux. La courtoisie en circulation, c'est l'ensemble des bonnes conduites à adopter sur la route. Vous êtes en pleine circulation, tu passes à côté de ton camarade, peut-être pas mégarde, tu veux casser son rétroviseur, il te fait des reproches, tu t'excuses. C'est être ensemble, c'est-à-dire tu vois ton ami, ou bien ton semblable en problème, il va à son aide. Nous sommes donc appelés à être courtois sur les voies publiques pour améliorer la qualité de notre vie et augmenter la sécurité dans la circulation public. C'est quoi alors la courtoisie sur la route? Pétou Mathieu est moniteur. Voici ce qu'il nous dit. La courtoisie est un mot vraiment qu'on doit utiliser souvent en circulation et ça évite beaucoup d'accidents. Ceux qui sont en erreur, par exemple en circulation, je ne peux pas dire que je suis prioritaire, donc le gars est en erreur, donc je vais lui montrer que je suis prioritaire, ça peut causer d'accidents. Donc c'est ça la tolérance, donc faciliter ces manœuvres et éviter les accidents de circulation. Donc à part les règles de circulation, les règles de priorité, on doit avoir aussi un climat de paix, d'harmonie, le respect, la politesse et la tolérance et surtout la considération. Ce que je vais résumer en un mot, la courtoisie. Elle va au-delà de la courtoisie pour aller vers la générosité. Il s'agit de l'entreprise Kia Energy Group qui veut assurer sa responsabilité sociétale. Kia a donc lancé la fondation Kia qui entend œuvrer pour le développement socio-économique des populations les plus vulnérables. Kia Energy Group veut mettre la femme au cœur de ses actions. Geneviève Bognon. La fondation qui a mise sur les jeunes et la gente féminine pour mener ses activités sociales, au nombre desquelles l'accès à l'énergie durable, l'appui au secteur agricole, médical, éducatif et environnemental. Professeur Yao Azuma, président du conseil d'administration de la fondation Kia. Nous avons eu l'idée de créer la fondation Kia. C'est pour mieux accompagner les pouvoirs publics sur le plan socio-économique. Nous envisageons clairement promouvoir la science et la technologie et surtout la femme pour la science et la technologie. Nous avons aujourd'hui une population jeune, majoritairement aussi féminine, et nous ne pouvons pas
promouvoir la science et la technologie en laissant derrière la majeure partie de la population. En tant qu'entreprise privée qui souffrons déjà de manque criard en termes de personnel qualifié, techniquement parlant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, notre responsabilité sociétale nous amène à trouver des outils appropriés pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, ces outils sont très simples. Nous allons d'abord encourager la formation de la jeune fille dans la science et la technologie. Nous allons surtout également contribuer à l'électrification des centres de santé et des écoles en milieu rural. Déjà, la Fondation a programmé certaines actions au cours de cette année 2023. Sylvie Chikpe, directrice exécutive de la Fondation KIA. En 2023, nous avons plusieurs activités. Premièrement, nous voulons commencer par la sensibilisation et la formation de la gente féminine surtout. Donc, nous allons faire des enquêtes et essayer de sélectionner certaines femmes ou jeunes filles auxquelles nous allons donner des formations et nous allons aussi les sensibiliser parce que nous avons cette impression que la science et la technologie, c'est une affaire des hommes. Donc, nous voulons surtout faire la sensibilisation aussi de ceux qui sont en fait de cycle pour les repêcher afin de les diriger vers la science et la technologie. Et nous avons pensé aux orphelins aussi, donc nous ferons des dons à quelques orphelinats qui sont au Togo, à des cas sociaux. Créée en octobre 2022, la Fondation KIA est issue de la société KIA Energy Group ayant pour vocation de développer l'énergie solaire à un prix abordable aux besoins domestiques et professionnels. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Un forage d'eau potable a été offert aux populations de Matekpo 2. C'est dans la préfecture de Logou, d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA. Ce don vise à mettre à la disponibilité des populations, bien entendu, l'eau potable. Raoul Tetuniaki. La communauté du village de Matekpo 2 et ses environs ont accueilli le don de GTA Assurance Vie. Ce forage estimé à environ 5 millions de francs CFA fonctionne avec un groupe électrogène qui permet de remonter l'eau. La communauté bénéficiaire s'exprime. L'eau de ce forage est potable. Avant l'eau que nous buvons, ça nous crée des maladies, comme les maux de ventre, la diarrhée, etc. Nous allons dans les rivières pour aller chercher de l'eau. Et les lots là ne sont pas bons aussi, ne sont pas potables. Maintenant, avec ce forage, ça ne nous crée pas de maladies. On va dire merci aux ceux qui nous ont fait ça. Avant, il n'y avait pas l'eau, nous buvons le marigot. Dans les saisons sèches comme ça, on n'arrive même pas à utiliser l'eau propre. C'est l'eau que les bœufs et les chèvres boivent que nous, les hommes aussi, nous buvons. Mais à partir de 2023, là, nous aussi, on a commencé à boire de l'eau propre et de l'eau potable à cause de GTA Assurance, son effort fourni pour la population. Nous allons bien entretenir, nous devons utiliser ça pour qu'à leur retour, s'ils voient ça, eux aussi soient plus contents et joyeux de ce qu'ils ont fait à travers leur argent. GTA Assurance Vie n'a pas dérogé à sa responsabilité sociétale d'entreprise. Le directeur général de GTA Assurance Vie, Jean-Marie Tessi, est satisfait de la réalisation des travaux. Il a exhorté la communauté de Matekpo à faire un bon usage de ce forage. Il y a des besoins immenses de la part de nos communautés à la base. Le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité à Matekpo. Nous avons donc décidé d'orienter l'action RSE de cette année à Matekpo parce que l'implantation même de cet ouvrage à Matekpo 2 permet de couvrir plusieurs villages aux alentours, de permettre à nos enfants, à nos mamans de désormais avoir de l'eau potable, ce qui peut les éloigner de toutes sortes de maladies liées à l'infection à l'eau. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan. Il a témoigné sa reconnaissance aux bienfaiteurs et invité les populations à une utilisation rationnelle et un entretien pour le bénéfice de tous. Raoul Tetuniaki, il faut dire que GTA Assurance Vie est spécialisée dans la vente des produits d'épargne et la finance de la scolarité des enfants, mais bien entendu des produits de décès. Elle est la première du marché des assurances vie au Togo. Culture à présent, elle existe depuis la préhistoire comme moyen pour l'homme de se nourrir. La chasse traditionnelle, cette manière de guetter ou de poursuivre les animaux de brousse pour les prendre ou les tuer, se poursuit aujourd'hui. Dans la région de la Kara, elle a débuté en décembre et prendra fin bientôt.
comment se pratique la chasse traditionnelle? Reportage Nathalie Paneguet. Vêtu de haillons, Abdoul et son voisin du quartier, massue en main, chaussures de sécurité aux pieds, vont à la chasse dans la brousse d'Achambade. Nous sommes en groupe, nous sommes nombreux, au nombre de 100 ou bien au nombre de 150 comme ça, dans la brousse. Nos grands-parents allaient et nous sommes habitués aussi. On a interdit les flèches. Les autres tenaient les pistolets qu'on tue avec les animaux. On a interdit tout. Parce qu'il y a les dégâts, peut-être en tirant, c'est pour tirer un animal et ça peut flotter sur un homme. Ça fait 2 ans ça. On a interdit ça. Les gens respectent ça. On n'utilise que les massues, les coupes, nos chiens. En brousse, la chasse de battu est la technique courante. Les chasseurs sont souvent accompagnés de chiens qui rabattent la proie vers eux ou la frappent. Le chien voit que l'animal là s'en part pour la maison. Il va fuir seulement. Il va aller attraper ça. Si on voit un animal comme ça, on peut commencer à crier son nom. C'est roux, et il entend que le cri là, c'est pas un cri seulement. On les prend tout petits, et on les élève. Il va arriver à un âge, il va commencer à aller dans la brousse et on va leur montrer comment ils vont suivre la viande qu'on veut attraper. Et lorsqu'il sera grand, il est déjà habitué. Lui-même, il se dit qu'il n'est pas venu pour la maison seulement, il est venu pour la chasse aussi. Mon chien comme ça, il a déjà attrapé beaucoup de rats, les perdrix, même les agoutis. Dans cette quête de la viande de brousse, les chasseurs rencontrent des difficultés. On peut perdre nos chiens, peut-être on peut crier, le chien peut partir et il peut se perdre avec ce qu'il est en train de poursuivre. Il appelle, il ne revient pas. On peut rencontrer les serpents comme ça. Les abeilles peuvent nous poursuivre et on court comme on envoie quelque chose. La chasse a commencé depuis le 25 décembre 2022. Notre chasse, c'est pour le jeudi, le samedi et le dimanche. Tout produit de chasse est soit vendu ou consommé. La chasse traditionnelle de cette période prendra fin bientôt avec l'arrivée des pluies annonçant le début de la nouvelle saison agricole. De Kara, Nathalie Paneguet pour Radio Lomé. La chasse traditionnelle intègre l'épreuve de l'endurance. Nous parlons à présent d'un autre sport, un sport de combat, la boxe. En prélude à la 10e édition du combat intitulé Fight Night, qui aura lieu dans la soirée ce samedi à Lomé, World Association of Kickboxing Organization, en partenariat avec Togocom, a organisé hier une conférence de presse. Il s'est agi de discuter des ceintures apportées par le représentant de Wako Pro en Afrique, Zaleg Ahmed, pour les éminents champions du combat et aussi de présenter les athlètes africains qui participeront au combat. 7 pays africains sont représentés selon Zaleg Ahmed. Le but, c'est de disputer des ceintures Wako Pro Afrique qui sont reconnues mondialement et que ces athlètes africains rentrent dans le ranking mondial, ce qui leur permettra à l'avenir de rencontrer un autre continent. 7 pays seront représentés. Sénégal, Ghana, Gabon, Nigeria. Le Togo a eu à abriter, de par les années précédentes, 9 éditions de Fight Night. Cependant, cette 10e a une allure exceptionnelle grâce au soutien de Wako Pro. Jala Eri Organization et promoteur. Ce qui est plus important et puis qui fait la différence de cette 10e édition, c'est Wako. Parce que cette fois-ci, Wako a vu ce qu'on fait au Togo et il a décidé de travailler avec nous. Donc Wako Pro, c'est une des plus grosses fédérations mondiales de kickboxing. Et aujourd'hui, ça donne une très très belle vue sur le Togo, pour le Togo et pour les athlètes togolais. Parce qu'ils seront vus sur le plan international et ils seront classés sur le plan mondial aussi. À l'instant, Jala Henry, organisateur et promoteur de cette boxe. Nigeria, après l'élection présidentielle du 25 février dernier, remportée par le candidat du pouvoir Bola Tinubu, les Nigériens élisent ce samedi les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 28 États fédérés sur 36. C'est une élection cruciale dans le système fédéral nigérian, dont l'un des enjeux majeurs repose aujourd'hui sur la capacité de l'opposition à confirmer ses scores de la présidentielle. Sommet de la CEMAC, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra succède au Camerounais Paul Biya à la tête de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Plusieurs dossiers étaient au menu des discussions de cette première réunion en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Concernant la monnaie du franc CFA, aucune conclusion n'a été tirée pour le moment. Les discussions vont se poursuivre au niveau des ministres des Finances de la communauté. Pour ce qui est des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, les chefs d'État saluent les mesures exceptionnelles prises par les États membres de la CEMAC. Des mesures qui ont permis d'atténuer l'impact de cette crise sanitaire. Il réitère également l'importance de poursuivre le plan de relance économique post-Covid-19. République démocratique du Congo, la garde républicaine est mise en cause dans la spoliation de terrains privés. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, hausse le ton et accuse le président Félix Tshisekedi de garder le silence devant des actes illégaux de la garde républicaine. C'était au cours d'une conférence de presse animée par maître Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, qui a dénoncé la spoliation de 303 terrains acquis légalement au quartier Kendobo à Kinshasa depuis décembre 2020. Plusieurs mois après, des éléments de la garde républicaine sont venus détruire les constructions, piller et emporter les matériaux de construction et d'autres biens, a affirmé Claude Katende, avant de souligner que les parcelles ont été attribuées à d'autres personnes qui sont protégées par la garde républicaine. Le chef de la diplomatie turque est attendu en Égypte aujourd'hui. L'Égypte et la Turquie sortent très progressivement d'une décennie de brouille provoquée par la chute de Mohamed Morsi et l'accession d'Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir. C'est au Qatar, dans les tribunes d'un stade à l'heure du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, que la poignée de main a eu lieu fin 2022. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan affichaient leur réconciliation après 10 années de rupture. En 2013, le militaire al-Sisi arrive au pouvoir en Égypte en faisant chuter le président Mohamed Morsi, le seul chef d'État démocratiquement élu de l'histoire d'Égypte. Feu Mohamed Morsi était un frère musulman, mouvement islamiste transnational soutenu par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan en Turquie, al-Sisi en Égypte, deux dirigeants autoritaires, mais dont les visions divergent sur de nombreux dossiers régionaux. Rubrique invitée, beaucoup de personnes au sein de la société souffrent de mauvaise haleine ou halitose. Les odeurs que dégagent nos bouches sont désagréables, nauséabondes, désobligeant leur entourage. Qu'est-ce qui cause la mauvaise haleine chez une personne? Peut-on en guérir? Alice Berthe Barandao a posé ces questions au spécialiste Dr Amana Essobiziou, médecin ORL et chirurgien cervico-facial au CHU Sylvanus Olympio. Nous les écoutons. Bonjour docteur. Oui, bonjour à vous madame. Lors des rencontres ou à des regroupements donnés, il arrive qu'on supporte mal la présence de certaines personnes, ceci parce qu'elles dégagent des odeurs fortes, nauséabondes, voire incommodantes, surtout lorsqu'elles bâillent ou lorsqu'elles parlent. Quel peut être ce type d'état? Docteur Amana Essobiziou, médecin ORL et chirurgien cervico-facial au CHU Sylvanus Olympio. C'est un trouble de l'haleine. C'est une odeur nauséabonde qui provient de la cavité buccale ou des cavités nasales. L'haleine, c'est l'air que renvoient les poumons et qui s'échappe par la bouche et par la cavité nasale. Donc l'air renvoyé a généralement une odeur. L'odeur là peut être agréable ou bonne. Dans ce cas, il y a une bonne haleine. Mais par contre, dans certains cas, l'odeur là peut être désagréable. Là, on parle de mauvaise haleine, halitose. Dites-nous, docteur Amana, est-ce qu'on peut savoir qu'on souffre d'une mauvaise haleine ou c'est à une tierce personne de nous le signaler? Généralement, on découvre ça de façon fortuite lors d'une consultation. Ou bien c'est le malade lui-même qui sent qu'elle a une mauvaise haleine,
ou en troisième position, ça peut être aussi l'entourage qui attire l'attention de la personne, que lorsqu'elle parle, sa bouche dégage une mauvaise odeur, ou bien chez les conjoints, c'est lors des baisers, que l'autre conjoint attire l'attention que la personne a une mauvaise haleine. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel désagrément bucco-dentaire? Notez que les causes sont nombreuses. D'abord, il y a une mauvaise haleine qu'on appelle halitose physiologique. C'est dû à la flore buccale, à l'hygiène ou à la digestion. Et c'est une mauvaise haleine qui varie en fonction des moments de la journée. Par exemple, on sort le matin et on a une mauvaise haleine. Et après avoir entretenu la bouche, ça part. Donc c'est une halitose physiologique. Mais par contre, il y a l'halitose pathologique, c'est-à-dire liée à une maladie particulière. Dedans, par exemple, on peut avoir des pathologies de la cavité buccale. Par exemple, les infections de la bouche peuvent entraîner des mauvaises haleines ou halitoses. Les candidoses, les gingivites, les parodontites, même aussi les caries dentaires. Ça peut aussi être dû à une tumeur, généralement les cancers de la cavité buccale. Et lorsqu'on passe en revue tous ces sites et on ne trouve rien, parfois on peut évoquer la cause psychologique. Parfois la personne n'a pas une mauvaise haleine, mais elle-même, elle affirme avoir une mauvaise haleine. Alors, que faire quand on sent ou quand on est alerté qu'on souffre de l'haleine? Le traitement de l'halitose, nous allons l'aborder sur deux volets. D'abord, la prévention. Si nous n'avons pas aujourd'hui une mauvaise haleine, on peut décider d'agir pour éviter de l'avoir dans le futur. En quoi faisant? En veillant d'abord sur notre mode de vie, en évitant ou en arrêtant le tabagisme. On peut par exemple éviter les atteintes du poumon et donc éviter l'halitose. En consommant de façon modérée l'alcool, on peut éviter les troubles du tube digestif, surtout l'atteinte du foie, le cancer du foie. Donc on peut éviter l'halitose. En prenant également soin de notre cavité buccale, en se brossant les dents après chaque repas, on peut également éviter l'halitose. Le deuxième point, c'est le traitement. Si c'est une halitose physiologique, le traitement aussi est simple. Il va falloir, par exemple, revoir comment nous nous brossons les dents, la pâte dentifrice qu'on utilise, peut-être aussi associer les bains de bouche, aussi mâcher du chewing-gum pour masquer la mauvaise haleine physiologique. Mais notez que dans tout ça, c'est un spécialiste de la santé qui distinguera que si c'est une halitose physiologique ou pathologique et va nous conseiller ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est une halitose pathologique, le traitement dépend de la cause. Si c'est une cause buccale, le spécialiste de la cavité buccale va agir sur la cause buccale et traiter la halitose. Par exemple, si c'est une carie dentaire, le chirurgien dentiste décidera s'il faut extraire la dent pour rétablir la laine normale. Si c'est une cause ORL, le spécialiste ORL décidera par exemple s'il faut opérer les amygdales qui sont source des angines à répétition ou pas. Si c'est une cause du type digestif, le spécialiste qu'on appelle l'hépatogastro-entérologue décidera également quel traitement adapté qu'il faut mettre pour pouvoir gérer l'halitose. Et si c'est une cause métabolique et fonctionnelle, par exemple le diabète, l'insuffisance hépatocellulaire, le spécialiste également, par exemple l'endocrinologue, saura aussi comment gérer le diabète pour rétablir l'haleine normale. Quelques conseils pratiques pour finir, Dr Amana. Notez que dans tous les cas, lorsqu'on nous dit qu'on a une mauvaise haleine, ou bien nous-mêmes on le sent, il va falloir consulter un spécialiste de la santé. Il saura nous orienter s'il trouve une cause précise. Notez aussi que l'halitose ou la mauvaise haleine en elle-même ne tue pas, mais elle peut masquer une maladie grave qui pourra également nous être préjudiciable. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à demander avis, bien sûr à consulter un spécialiste de la santé afin qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous situer sur notre mauvaise haleine. Merci vivement pour ces conseils. C'est à moi de vous remercier, madame, et merci aussi pour cette invitation. Désengorger la ville de Lomé, créer les espaces verts, des infrastructures, trouver des solutions aux problèmes fonciers, voilà à terme ce que vise le projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Les populations des communes pilotes AV2 et ZIO2 sont appelées à apporter leurs plans et titres fonciers pour la réussite de ce projet. Pour en savoir plus sur l'exécution de ce projet, nous recevons un deuxième invité, Ayaoli Kwaku, maire AV2. Il est au micro de Odette
Pira. Monsieur Ayaouli Kwaku, bonjour. Bonjour madame. Le projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme des communes ZIO2 à V2 entre dans sa phase active. Vous l'aviez annoncé mardi dernier lors d'un atelier dans l'AV. Parlez-nous de ce projet. Je vous remercie une fois encore de l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur la question du plan local d'urbanisme des communes AV2 et ZIO2. En effet, je l'avais annoncé dans mon discours le 14 mars 2023 dernier à Ngwepe, chef-lieu de la commune AV2. Le plan local d'urbanisme des communes AV2 et ZIO2 répond à un souci de désengorger le trop-plein de la ville de Lomé. Vous savez, notre position géographique permet à ce que le trop-plein de la ville de Lomé soit déversé sur nos communes. Étant donné que nous sommes les riverains de la ville de Lomé, c'est nous qui sommes habilités à accueillir le trop-plein de la ville de Lomé. Justement, c'est pourquoi l'État, en tant que bon père de famille, a juste vu d'initier ce projet de plan local d'urbanisme afin de permettre à ces communautés de commencer dès à présent à faire une utilisation rationnelle de l'espace. Voilà pourquoi ce plan est initié. Le projet entre dans sa phase d'implantation. En quoi consistera donc cette phase d'implantation? Le plan local d'urbanisme de la commune AV2 et ZIO2 a connu 3 phases. D'abord, la phase de lancement officiel qui a eu lieu le 14 janvier 2022 et ensuite la phase de diagnostic. Et à chaque étape du diagnostic, il faudrait retourner vers la population pour leur expliquer ce qui a été diagnostiqué, ce qui a été constaté sur le terrain. Et s'il y a des recommandations, s'il y a des propositions, on les recueille et on intègre dans le diagnostic qui a été réalisé sur ce terrain. Effectivement, nous avons déjà réalisé le lancement, nous avons fait la phase diagnostic. Maintenant, il y a lieu de faire la restitution et par ricochet, faire la sensibilisation à la population afin qu'ils soient au même niveau d'information que les décideurs pour ce qui va être arrivé ou bien ce qui va être fait dans les jours à venir. Justement, c'est ce qui nous a réunis déjà le 14 mars 2023 à Ngwepe et aujourd'hui 16 mars 2023 à Kovié. Puisque nous, les 2 communes, nous constituons la phase pilote et une fois que cette phase pilote sera une réussite, ça va rejaillir sur les autres communes de la nation togolaise. Comment allez-vous faire pour collecter ces plans avec le problème foncier que connaît le pays? Le père de famille connaît bien ses enfants. Et une fois que le processus est lancé et vous n'êtes pas sans savoir que le ministre de l'urbanisme nous a dit le processus d'urbanisation, c'est un processus inéluctable. On ne peut pas l'estomper. Qu'on le veuille ou pas, ça va venir toujours. Maintenant, il nous appartient de s'accommoder, être en adéquation avec la loi nationale. Et pour nous, au niveau de la mairie, nous avons mis en place une stratégie. Une fois que un contrat de terrain nous est présenté à certifier, nous demandons à avoir le plan de lotissement de la zone afin de passer à la certification ou bien d'accorder notre saut au plan. Et donc, c'est aussi une stratégie pour nous. Mis à part cette stratégie, nous avons quand même la stratégie de sensibilisation que nous venons de faire le 14 et le 16 mars 2023 dans nos différentes communes. Nous allons sensibiliser la population à travers les chefs cantons, les CVD, et les leaders d'opinion et j'en passe, tout le monde censé d'apporter la bonne nouvelle à la population afin que la population en général soit au même niveau d'information pour que cette opération de plan local d'urbanisme AV2 et ZIO2 connaissent une réussite. Voilà à peu près les stratégies que nous allons mettre en place. Mais comme on le dit, c'est le terrain qui guide le combattant. Au fur et à mesure, les idées encore vont nous parvenir pour mieux faire. Monsieur le maire, dites-nous alors, qu'est-ce qui sera fait sur ces réserves récupérées? On ne peut que d'abord commencer ou bien comparer 2 choses. Vous voyez la ville de Lomé. Nous sommes aujourd'hui
des communes riveraines à la ville de Lomé. Nous avons vu ce qui est fait à Lomé. Nous ne disons pas que Lomé n'est pas planifié, mais fort de l'expérience de la ville de Lomé, l'État, en tant que bon père de famille, a anticipé de commencer par planifier l'espace, le territoire des différentes communes. Et les réserves que nous allons dégager dans ces différentes communes vont d'abord nous permettre de créer un cadre de vie adéquat pour la population, créer des espaces verts, avoir des réserves pour pouvoir implanter des infrastructures socio-communautaires, notamment les écoles, les dispensaires, les aires de jeu, et etc., pour la population. Voilà ce que nous allons faire avec ces réserves. Quel sera l'intérêt de ces propriétaires terriens qui vont dégager une portion de leurs terres pour mettre à la disposition de l'État? Les propriétaires aussi ont des intérêts. D'abord, il y aura une identification des propriétés. Identifier les propriétés, ce qui veut dire que ça résout tant soit peu les litiges fonciers. Une fois que l'État est au courant que cette propriété appartient à X ou à Y, quiconque viendrait pour solliciter de l'État l'immatriculation de ces domaines que le propriétaire X ou bien Y n'a pas vendu, l'État suspend le processus d'immatriculation. Et donc, une fois, c'est de donner solution aux problèmes fonciers, aux litiges fonciers sur le plan national. C'est ce pourquoi l'État a initié ce projet dans une sphère pilote entre Commune AV2 et JOD d'abord. Et quand ça connaisse une réussite, ça va réjaillir sur les autres communes du Togo. À quand donc l'effectivité du projet et comment reconnaître ces réserves dans les localités? L'effectivité, je peux dire que c'est ici maintenant. Pourquoi je le dis? Une fois que la population, parce que, vous savez, le processus a commencé depuis le 14 janvier 2022. Et à chaque fois, il s'agit de sensibiliser la population. Maintenant, il est question que la population aussi joue sa partition, d'informer. Les chefs cantons sont invités, les CVD, les géomètres, toutes les corporations devant apporter un plus au processus sont invités. Et donc, si nous jouons convenablement notre partition, je crois que tout le monde serait informé de ce qui va advenir, ce qui va être fait. Et je crois que nous pouvons valablement commencer. Mais néanmoins, on ne va pas fermer toutes les vannes. On permet quand même de sensibiliser. Et c'est maintenant notre devoir, nous les mairies, nous les communes, d'aller encore une fois davantage à sensibiliser nos communautés sur ce qui va advenir. Et je crois que l'État n'est pas sourd, il va nous accorder un délai moratoire pour pouvoir sensibiliser davantage nos communautés. Et je crois que nous allons passer à la phase effective du processus. Nous sommes à la phase pilote, c'est l'expérimentation que nous sommes en train de faire ici. Et en tant que bon père, et nous allons faire bon élève, preuve de bon élève, de bien respecter les consignes, l'orientation que le cabinet, bien le consultant nous donne par l'intermédiaire de l'État, de respecter ces principes. Et quand ça réussit, je crois que ça va servir d'expérience pour les autres communes, pour un développement harmonieux du territoire national. Monsieur Ayaoli Kwaku, merci. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez. Écho du palais sans transition. Le sieur Kokou est accusé de viol sur une fille de 14 ans. Devant la cour d'assises de Kara, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les faits avec Hélène Assabi. Le 26 mars 2018, à Waragni, dans la préfecture de Blita, le nommé Kokou a, en cours de route, saisi violemment la petite Ziara et lui a imposé sans protection des rapports sexuels après avoir pris soin de fermer sa bouche avec une de ses mains pour l'empêcher de crier. Après son forfait, il a abandonné sa victime qui avait 14 ans au moment des faits à son sort. Présenté à la cour d'assises de Kara, l'avocat général, maître Setekpo Kwaku, a, dans son réquisitoire, demandé une peine de 25 ans contre le présumé Kokou. Après la plaidoirie de maître Afanivo Lochi Yao, la cour présidée par le juge Mustafa Abdou Salami a reconnu Kokou coupable de viol sur mineur et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
Selon l'avocat de la défense, la Cour a bien apprécié les faits de la cause et le verdict est proportionnel à l'infraction qui est commise. L'avocat est donc d'accord avec la décision qui a été rendue et n'entend pas exercer des voies de recours. À samedi prochain. À samedi prochain, tout de suite, les sports du football. Début cet après-midi de la 21e journée du championnat D1 Lonato. Au stade municipal de Kara, AS Bina a rendez-vous avec Tambo de Datia. Le stade municipal de Lomé accueille le match Espoir ASCK. Le reste des matchs se joue demain dimanche. En volleyball, le championnat de la Ligue de Lomé est à l'étape des play-offs. Cet après-midi toujours. Voici les combinaisons. Chez les hommes, Dito s'oppose à AS OTR et Étoile Filante rencontre AS Police. Chez les dames, AS OTR croise AVBC et Étoile Filante joue contre Doves. La revue de presse pour clôturer cette édition. Condamnation des journalistes togolais à 3 ans de prison. Rencontre du ministre en charge du travail avec les chefs d'entreprise et le processus de déclaration des biens et avoirs qui suit son cours. Voilà les principaux sujets qui ont fait la une des journaux. Revue de presse Léontine Atogima. Déclaration des biens et avoirs, le président de la APLUSIA balise la voie, un exemple à suivre, exhorte le dialogue à l'endroit des autres hautes personnalités appelées à se conformer au processus. Même exhortation de Ouara les vainqueurs qui rappelle que cette opération est une obligation fondamentale en matière de bonne gouvernance et de la transparence. L'hebdomadaire ajoute hautes personnalités, aux fonctionnaires et agents publics ainsi que les membres des bureaux des partis politiques sont tous tenus de déclarer leurs biens et avoirs supérieurs à 200 000 francs CFA, les revenus annuels bruts, les autres sources de revenus à l'étranger ou sur le territoire et ceux de leurs conjoints. Expliquant le déroulement de l'opération, l'économiste souligne qu'elle se fait sur un formulaire à retirer, à remplir et à déposer ensuite sous pli fermé auprès du médiateur de la République. Que veut-on cacher au peuple si la déclaration doit être faite ainsi? C'est la question du journal Le Changement. Peut-être pour éviter des querelles et jalousies entre des potentiels héritiers, si l'on s'en tient aux propos du secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau CAR, Jean Kissi, dans les colonnes de chronique de la semaine du 2 mars 2023. Le relèvement du SMIC ne signifie pas le changement des grilles salariales des entreprises. Ce sont les mots du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social à la une de l'Union pour la patrie. Cette déclaration de Gilbert Bawara a été faite à Kara lors de la première étape de la tournée d'échange et de réflexion sur l'application du nouveau SMIC-SMAG. Incompréhension et malentendu désormais levés autour de la revalorisation du SMIC-SMAG, rajoute Togo Matin. Le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid est de retour dans les parutions. Cette fois-ci, il s'agit de la sortie des évêques du Togo que la manchette trouve curieuse. Elle est curieuse parce que la conférence des évêques du Togo relève n'avoir perçu le moindre intéressement, contrairement aux allégations, rapporte Le Changement. Selon la manchette, 3 petites phrases qui peut-être rappellent la Trinité ont suffi à la conférence des évêques du Togo pour rapidement se débarrasser d'un sujet assez gênant qui normalement aurait mérité plus d'attention des évêques dépositaires de l'autorité morale au sein de la cité. La presse doit-elle s'entendre également à la réaction des évêques du Togo sur la condamnation à 3 ans de prison des journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou? Le député Abbas Kabou a déjà réagi sur le sujet, annonce la dépêche qui relate que le politique demande à la justice de fermer le dossier. Liberté pointe du doigt une gouvernance par la peur face à la condamnation de ses 2 confrères. Amnesty International rejoint Abbas Kaboua dans sa quête d'annulation de la condamnation prononcée contre Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou. C'est le site Togo Scoop Info qui relève cette sortie de l'ONG qui regrette cette action qui porte un coup terrible à une liberté d'expression déjà au plus bas.
La dépêche revient avec une crainte, celle d'une crise aiguë de la presse togolaise. Le journal émet le vœu que le chef de l'État échange avec les médias d'État et privés, bref, avec toute la presse togolaise. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé se referme le rappel des titres. La courtoisie ou cette bonne manière, sommes-nous courtois? Nous avons fait dans le journal un focus sur cette civilité. La fondation qui a pour l'accès à l'énergie durable, l'appui au secteur agricole, éducatif et environnemental en faveur des femmes et des jeunes a été lancée hier. Sommet de la CEMAC, le président centrafricain prend la tête de la conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale. En invité, nous avons eu deux. D'abord, Dr Amana Esso Bozio. Il nous a parlé de la mauvaise haleine et comment la prévenir. Ensuite, Ayaoli Kwaku, maire de la commune AV2, est revenu sur les plans locaux d'urbanisme de AV2 et ZIO2, deux localités pilotes. Vous avez suivi également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Bon week-end chez vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg